dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous, même s'il y a eu dans cette semaine des événements graves, mais bon, le plaisir d'être avec vous est intact, et c'est pas pour ça que si des actes sont inconscients, qu'on n'a plus le droit de parler de ce qui nous anime, qui nous plaît, qui nous motive et qui a du sens pour nous. Donc on va rentrer dans cette conférence avec toute la motivation que j'ai, et puis vous, j'espère à l'écoute que vous aurez. Donc moi je suis Jean-Luc Beldi, j'étais prof de gym pendant longtemps, voilà, dans ZEP. Vous allez me voir en vidéo d'ailleurs, j'ai été filmé. Ah, j'ai changé, oh, c'était dur. Autant hier soir j'ai essayé de pas trop manger. C'est vrai hein, quand même, pas plus rien. Voilà. Maintenant je m'occupe je suis directeur adjoint à l'ESP de Lyon, dans la grande aventure des SP. C'est pour ça que je suis un peu abîmé d'ailleurs. Hein. Voilà. Non mais là donc je garde la posture du prof de gym, du formateur, qui travaille avec un groupe qui s'appelle le CEDREPS, qui travaille avec mes collègues inspecteurs à Lyon, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc c'était la petite intro que je voulais faire avec vous. Alors on a 2 heures, si j'ai compris, 2 heures à peu près. Bon, si ça fatigue un peu les gens devant, c'est signe. Donc j'ai prévu 3, d'abord sur la posture que j'ai, bon, je viens ici, j'ai que 2 heures, je ne vais pas tourner autour du pot, quoi. Donc je vais des fois être un peu, disons, je vais forcer des traits, on va dire, mais ne vous vexez jamais, si vous vous sentez visé par ce que je dis, du genre des trucs qu'il faudrait plus faire, c'est pas grave, c'est pas méchant. Je veux dire, moi aussi je fais plein de trucs et on me dit qu'il ne faut pas les faire. Bon, voilà, donc je fais exprès de forcer le trait, quoi. Voilà, je voulais vous le dire. Après on discute, cet après-midi notamment, on pourra discuter. Sinon, si c'est trop aseptisé, on ne comprend rien, quoi. Donc ça, c'est ça aussi. Je voulais vous dire que aussi ce que je vais vous dire ici, je crois les formes de pratique, vous en parlez beaucoup dans l'académie, mais moi je veux vous dire que je pense qu'un cycle pour comprendre une évolution, comme les formes de pratique, pour moi c'est 10 ans. Je vous assure que j'ai mis à peu près 10 ans pour comprendre les situations de référence. J'ai mis 10 ans pour comprendre comment on pouvait les rendre plus ciblés par les fils rouges. Et maintenant, je suis dans la phase des formes pratiques. Je crois qu'on en a pour 10 ans. Enfin, moi, je serais plus là, ou je sais pas. donc, moi, je dis, installez-vous dans la durée. Installez-vous dans la durée, parce qu'on ne se change pas du jour au lendemain. J'ai aucune illusion sur le fait qu'en sortant, vous allez tout jeter. Surtout, ne jetez rien, quoi. Gardez ce que vous faites, régulez, échangez avec vos collègues. Voilà un peu la posture de mon intervention. Parce qu'après, quand je suis parti, des fois je déroule trop vite et vous pouvez peut-être vous dire oh là là, moi je fais pas ça, ou il faudrait faire ça. Non, on discute, quoi. Alors, j'ai pris 3 parties. Bon, la première est plus globale. Vous parlez des programmes, de la refondation. Moi, je crois que le PS doit se refonder avec l'école. Je ne pense pas que... je ne sais pas si on est en avance sur les autres, je ne sais pas si on est meilleur, je ne sais pas. Moi, je travaille avec beaucoup de disciplines aujourd'hui, à l'ESP. Vous savez, il y a des disciplines qui avancent beaucoup, même presque dans les mêmes voies que nous. Alors, on a peut-être de l'avance, mais perdons-la pas trop. Donc, je parlerai plutôt, pour moi, de l'EPS de demain. Je vais essayer de vous faire un petit truc très modeste sur ce que je vois, une EPS qui doit se refonder. Dans un deuxième temps, les formes de pratique, elles rentrent en contact avec les situations de référence. Moi, je suis jury de concours, je le vois. Les jeunes, ils sont au tableau, ils disent bon, je dis quoi maintenant? Je dis qu'il faut une ESR ou une FPS. Alors, ils ne savent pas. Alors, ils nous demandent. Alors, j'ai le droit de dire vous avez tous les droits, bien sûr. Dans les concours, vous avez tous les droits, surtout celui de justifier ce que vous dites. Mais je ferai un peu d'histoire pour articuler les FPS aux situations de référence, un peu d'histoire à travers mon histoire, parce que je n'ai pas la prétention de généraliser l'histoire de l'EPS à moi tout seul. Et puis après, on terminera bien sûr longuement sur les formes de pratique. C'est quoi et comment ça se construit. Et là, vous verrez que c'est complexe.
Vous verrez que c'est très complexe. Voilà, donc on y va, je suis chaud. Alors j'ai appelé ça les grandes illusions. Hein. Et ça fait vivre hein, les illusions. Ça fait vivre, hein, c'est-à-dire, mais en même temps, les illusions, ça peut masquer la réalité. Hein. Donc je vais partir sur un texte que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'était Robert Méran, Que devient la leçon de PS. Bon, les jeunes ne connaissaient pas. Moi je l'ai retrouvé, je l'avais vu en 1900 et quelques. Bon, et il disait des trucs, c'est marrant parce que ce qu'il disait peut-être en 67, on est en train de se le dire entre nous. Hein. Il n'y a pas d'enseignement qui ne soit immuable. Et puis, celui d'hier ne saurait être celui de demain. Moi, je crois qu'en 2015, on est dans cette bascule entre une EPS de hier et une EPS d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet article, regardez-le, hein, il est amusant. Cette réflexion de changement, elle s'inscrit dans une histoire. C'est pour ça que j'ai fait la deuxième partie sur de l'ASR au FPS. Et puis, une réflexion sur ce qui est mort et ce qui est en devenir. Alors, c'est violent, hein. Voilà, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut peut-être plus faire, quoi. Hein, on peut débattre de tout, dans la profession, tout le monde a tous les droits. Mais à un moment donné, moi je dis, il y a des choses qu'il faut peut-être plus faire. Voilà, c'est là qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Mais bon, je suis venu pour ça après. D'abord, un constat, pourquoi? Parce qu'après tout, si tout va bien, il n'y a pas raison de changer. Tout va bien. Hein, dans les collèges sympas ou les lycées sympas de Lyon, les collègues me disent « Oh, calme-toi, hein, tout va bien. » Voilà, ils font cours, il n'y a pas de bruit, rien, ils sont à l'aise. Hein. Je dis « Oui, mais d'accord, mais ils apprennent quoi hein, ?» C'est ma question. Qui apprend quoi aujourd'hui en EPS? Voilà. Alors, qui apprend quoi aujourd'hui en EPS? C'est quand même une sacrée question, mais que l'école se pose, parce que la refondation, c'est que ça. Hein. La refondation, c'est qu'on vient à l'école pour apprendre. Hein. Le directeur du CRDP parlait des savoirs. Bien sûr que c'est les savoirs qui vont éduquer les gens. Hein, c'est pas les petites babioles dans les coins, c'est les savoirs qui éduquent. Et en EPS, bon, je prends un exemple, hein, qui, je pense que c'est ce qu'on appelle la question de l'éternel débutant, elle est grave. Je fais exprès de dire ce mot. À Lyon, par exemple, l'autre fois, il y avait une intervention sur la programmation des activités dans l'Académie de Lyon. Bon, vous vous doutez quels sont les APSA les plus programmés à Lyon. Je ne sais pas, Amiens, mes collègues hyper nous diront peut-être, c'était les sports co. Hein, c'est une évidence absolue. Et dans les sports co, si vous faites un mille parades, c'est quoi? Le volleyball, hein, d'accord? Qui est le plus programmé à Lyon. Hein, vous vous rendez compte? La danse, c'est 1,5% ou 2, 3, je ne sais plus, hein, mais inframinimal. Hein. Bon, c'est des chiffres qu'on 2-3 ans, mais je pense qu'actualisé, on ne devrait pas être loin. Le stage continue, la discussion continue, et on parle des élèves qui n'apprennent pas un EPS. Et là, malaise. Quel est l'absent où les élèves apprennent le moins? Alors là, bon, on ne va pas faire un sondage, hein. Mais le volleyball n'est pas très loin quand même. Hein. Et alors, les collègues, là, il y a une espèce de tilt qui fait mal, quoi. On se dit, merde, l'APSA qu'on enseigne le plus, c'est ceux qui apprennent le moins. En gros, ils sortent en 6e, en terminale, ils ne sont même pas mouillés à la fin, quoi. Hein, ils sont pareils. Alors, ils doivent essayer de résoudre le renvoi non aléatoire suite à un service canon qui fait point à tous les cours. Hein. Bon, ça fait mal, mais après, bon, je me suis dit, bon, il n'y a pas que le volley, hein. Soyons modestes. Qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment au tennis de table? Et on continue. Donc la profession, mais il ne faut pas on va pas se couper la tête, là. Hein. On se dit, on regarde ça. On se dit, bon, ils ont appris plein de choses au volley, ils ont appris peut-être à vivre ensemble, ils ont appris une méthode rigoureuse pour devenir plus lucide. Voilà. Mais sur le plan des progrès moteurs, on pourrait faire le tour des APSA, souvent on est un peu en difficulté si on regarde lucidement les choses. Hein. Et puis vous me direz, ouais, mais il y a des classes où ça marche bien. Heureusement. Heureusement. Bon. Bon, si on n'est pas d'accord sur ça, moi, tout ce qui suit, on n'est pas d'accord. Parce que si les élèves apprennent, je ne vois pas pourquoi on se casserait tous la tête pour faire autre chose. Bon, on discutera de ça, hein, je ne veux pas trop vous embêter. La première illusion que je pense, qui est tenace, hein, elle est tenace parce que Robert Méran, il avait construit le sport comme une réponse à une autre EPS, plutôt
hygiéniste, plutôt formaliste, plutôt techniciste. Bon, aujourd'hui, on peut se demander si la relation aux absents, aux formes de pratique sociale des sportives que sont les absents, ou le sport, est-ce que c'est toujours ce qui en 67 était le progrès décisif? Alors la question de l'EPS et du sport, tous les bouquins, vous les avez lus, hein, on se la pose depuis 20 ans, mais on n'a pas beaucoup travaillé ce rapport au sport. Les formes de pratique, pour moi, c'est une bousculade de la rencontre entre l'EPS et le sport. Mais violente, hein, vous allez voir jusqu'où on va aller. Alors c'est une illusion, on peut penser qu'on enseigne les absents à l'école. Presque certains disent, ouais mais touche rien, hein, parce que dès que tu touches, c'est plus l'absent. Hein. Les formes de pratique, vous verrez, déconstruisent le rapport à qu'est-ce que la culture du absent. Hein, sinon, voilà. Les collègues ils disent, plus ça ressemble aux pratiques, et plus c'est culturel. Voilà, ça c'est des discours, mais alors à Lyon, hein, je ne veux pas dire à Amiens, mais à Lyon, dis donc, on ne peut rien toucher, quoi. Hein. Bon, alors le problème de cette bon, j'ai pris des exemples, je vais vite parce que je pourrais m'étendre des heures. C'est ça qui empêche aussi certaines pratiques, cette ressemblance de nos pratiques à nous au sport, fait qu'on a du mal à faire une autre approche sport. En EPS, à Lyon, moi avec les stagiaires, je me bats pour qu'ils arrêtent de programmer 48 pyramides. Ouais, et des fois, on a des records au-dessus quand même. Hein. 37 du haut, 47 très haut, et on dit aux élèves, choisissez, quoi. Hein, allez-y, choisissez. Moi, je dis, pourquoi? Parce que l'acrosport, c'est des pyramides, et il y en a plein. Je ne vous dis pas la barre fixe, la poutre, le truc. Si tu enlèves la fixe, est-ce qu'on fait encore de la gym? Bon, moi, je suis sûr que oui, hein. Mais d'autres disent, non. Sport co, bon, en gros, on touche les règles du jeu, l'espace, les scores, dès qu'on les a touchés, on nous a crié dessus, et en gros, en fait, en sport co, on change le nombre de joueurs, l'espace. Bon, ces problèmes professionnels, ils sont énormes. Hein. Les situations qu'on dit de référence, qui sont très ancrées sur les pratiques sociales sportives, elles sont inadaptées aux élèves. Un élève ordinaire ne peut pas réceptionner un service canon et le renvoyer de manière non aléatoire sur le terrain. Sa motricité ne lui permet pas, son système d'information ne lui permet pas. Et donc on continue à avoir des services points. Voilà. Une exhausticité stérile, parce que quand en gym on programme, ou en acrosport on programme 68 pyramides, je veux dire, vous vous rendez compte, il faut 20 ans pour s'approprier tout ça. Hein. Cette exhaustivité, elle est incompatible avec le temps scolaire de l'EPS. Des contraintes auto-inconsistantes, parce que, bon, je vais peut-être vous faire mal, mais c'est là que je vous ai dit, on ne s'énerve pas, ne m'en veuillez pas, mais au volleyball, on ne peut pas se contenter de passer de 6 à 2 et de 9 mètres à 6 mètres. Voilà. Ça, c'est pas une forme de pratique, ça. Ah, ça, c'est... Voilà. Mon premier parti pris, je le célèbre, parce que j'ai déjà la crise de temps qui arrive. Vivre la culture, ce n'est pas vivre les formes de pratique sociale du sport de haut niveau, parce qu'à une époque, vous avez vu écrit, hein, c'est le sport de haut niveau qui est la référence. Bon, cette histoire, donc c'est pour ça que tout à l'heure, on passera un petit moment pour ensemble se dire qu'est-ce qui est culturel à l'EPS, finalement. Si c'est plus les formes du sport, si c'est plus les pyramides et leur nombre qui fondent la culture de l'acrosport, c'est quoi un gymnaste? Parce que c'est ça la seule question qui va compter. Hein. C'est quoi un gymnaste? C'est quoi un nageur? À Lyon, mon collègue Alain Coston, il propose que 6 pyramides, hein, un acrosport. Hein. Et il dit, avec 6 pyramides, je fais un gymnaste. Alors, vous voyez le drame. Hein. On l'a fait il y a 1 mois et demi à Lyon, ça. Hein. 2 heures, on est resté. J'étais avec lui, j'ai la chance de pouvoir écouter plus tard. Il a proposé 6 pyramides. Et bien, on n'est pas sorti vivant de la salle. Ils ne voulaient pas, les jeunes ne voulaient pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Et tu dis, écoutez-nous, non mais il n'y en a pas assez, on n'y arrivera pas. Mais comment vous tenez avec 6 pyramides à un cycle? Mais comment vous faites? Mais ça dure combien le travail sur les pyramides? Et ils ne voulaient pas, alors on leur a dit, mais combien vous en voulez? Alors les chiffres, putain il en faudrait au moins 12 ou quoi, 2 par séance. On n'en est pas sorti, hein. Des gamins super gentils, hein, super intelligents, hein. Mais
cette réduction, par exemple, cette réduction des activités en acrosport à 6 pyramides au lieu de 48 est professionnellement, aujourd'hui, quelque chose qui heurte ces jeunes débutants parce que enseigner, c'est remplir du temps, quoi. Bon, on va s'accélérer. Les grandes illusions, j'en vois une autre, c'est la question de la complexité de l'APSA. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est que pour éduquer quelqu'un à devenir gymnaste, il faut lui proposer la complexité de l'APSA. Cet exemple que je vous ai donné peut complètement être rentré dedans. Toute réduction est appauvrissante. Toute réduction est appauvrissante. Alors là, je vais prendre que la danse en référence. Comment on sort des 5 composantes? Il y a 5 composantes, hein, moi je les ai appris. Il y en a 5, alors on les fait toutes, tout le temps, quoi. En 6e, on fait le corps, l'espace, le temps, j'en oublie toujours. Ouais, mais le cycle, il fait que 9 séances, 8 séances. Alors on fait quoi? L'espace en S1, le temps? Ou non, c'est pas comme ça. Bon, et comment alors? Bon, moi, le ciblage, j'espère y arriver, je vous ferai une proposition en danse où j'ai éliminé les composantes. La marque, on va arrêter de faire tout, quoi. En 6e, on n'est que 6e. On n'est pas obligé de travailler sur dire des choses passionnantes à quelqu'un pour le questionner, le renverser. En 6e, on ne peut pas faire ça. En 6e, on montre des choses. Point. Alors, je suis banni, hein, à Lyon sur la danse. Ah ouais, mais à ce point-là. Hein. Bon, une exhaustivité permanente qui est compliquée, puisque trop d'objectifs et surtout trop peu de temps. Dans les bilans qu'on fera sur l'éternel débutant, c'est la question du temps qui nous tue, mais pas qu'un EPS. Moi, je vois des séances de plus en plus, on parlait d'art plastique hier. Hein, d'art plastique, on parlait moi je vois beaucoup de séances de lettres aussi, de l'art de français, mais c'est le temps qui tue l'apprentissage. Ils ne sont confrontés qu'à des situations toujours nouvelles, les élèves. Et comment on apprend quand tout change tout le temps, quoi. Hein, ben, un EPS, les FPS, c'est vraiment se construire un rapport au temps qui confronte les élèves durablement au même problème. 6 pyramides. Et ouais, on voit des cycles d'accro, je m'énerve, hein. On voit des cycles d'accro, on y va à la séance 7, ils sont toujours en train de choisir les pyramides. Mais là, je veux dire, à la séance 7, on ne choisit pas des pyramides. À la séance 7, on les fait, on les répète, on apprend. Et l'évaluation, elle reste 9. Bon, vous voyez, je vous ai dit, je ne voulais pas vous heurter. Si vous faites ça, c'est pas grave. Mais on peut. Non, mais je veux dire, moi, je sais pas, mais en séance 8, vous voyez, non, mais il faut qu'on réfléchisse. Voilà. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne sais pas. Mais n'empêche que le cycle d'après, ben, on reprend à choisir les pyramides. Et on s'arrête quand. Hein, bon, là, je commence à me faire des ennuis. Partie P2, donc c'est celui qu'on développera tout à l'heure très longuement, c'est le ciblage. Une forme de pratique à effectuer, le mot réduction je ne l'aime pas parce qu'il peut être mal compris, à effectuer un zoom sur des pans entiers de l'activité et ne les a pas éliminés les autres, a mis en deuxième rideau d'autres pans de l'activité. Vous voyez, le ciblage n'est pas « je fais que ça et j'oublie de faire ça ». Prenons la natation, vous ciblez sur les bras, vous n'allez pas oublier que la tête est fondamentale dans l'équilibre du nageur, vous ne l'oubliez pas. Seulement, vous décidez que pendant 10 heures, 10 séances, vous décidez que le focal est mis sur le rôle des bras, dans le rôle propulseur et équilibrateur. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la tête. Voilà, mais ça c'est un ciblage, parce que d'autres ne font pas ça. D'autres disent, avec les 6e, on leur fout la tête dans l'eau. Moi je dis, on va arrêter de leur mettre la tête dans l'eau. Voilà. C'est des ciblages, c'est des choix. Hein. Alors, là c'est une autre grande illusion que je vous propose, que je vois malheureusement trop souvent. Pour moi, hein, peut-être que c'est pas malheureusement, hein, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Bon, moi je dis malheureusement pour moi. Jouer et apprendre, c'est pas pareil. Donc à l'EPS, c'est des moments où on joue, et quand on joue, on n'apprend pas.
pour apprendre, il faut faire un truc plus sérieux. Hein. Voilà. Le transfert, bon, le transfert c'est quoi un EPS? On pense qu'on peut jouer dans des trucs très larges, on va apprendre dans des trucs très fermés, et il y a comme une espèce de miracle, une boîte où on secoue, et ce qu'on a appris dans les trucs très fermés vont irradier ce qui était très général. Moi je le vois, je ne l'ai jamais vu moi. Hein, ou très faiblement, hein, très faiblement. D'ailleurs, les profs de gym, ils disent, c'est con, hein, dans l'exercice, ils ont vachement bien réussi à faire la manchette. Hein. Ou en natation, ah, tiens, il a réussi à souffler en poussant une planche. Hein. Je me dis, mais c'est con, hein, quand j'ai fait le 25 croix, il a gardé la tête hors de l'eau. Je dis, c'est normal, ils ne peuvent pas faire autrement. L'apprentissage est toujours contextualisé. Si vous changez les contextes, vous changez les savoirs. Donc, ce qui est appris dans des exercices, pour transférer, ben tiens. Alors vous pouvez trouver des théories qui vous disent le contraire, hein, mais la réalité, c'est que ça transfère peu. Voilà ce que je vois, cette espèce de situation qui dégage dans le cycle. On commence à la SR, et puis on est dans l'évaluation diagnostique. Hein, c'est-à-dire qu'on balance des indicateurs dans la SR. Moi je l'ai fait, hein, attention, j'étais même très brillant hein, là-dessus, je l'ai fait. Hein. Je le fais toujours, peut-être. Hein. Mais ces évaluations diagnostiques, sous forme d'indicateurs, fil rouge ou vert, ou jaune, ou mauve, ils permettent à l'élève de se mettre en projet, mais après la mise en projet suppose une cascade de situations qui amènent à des situations de résolution de problèmes, voire à des S1, à des S1, et on a des cycles qui sont balayés par des dizaines de situations, et l'élève, à chaque séance, c'est une aventure nouvelle, hein, qui lui fait découvrir un monde, des tâches qu'il ne comprend pas. Alors on pourrait dire, bon, ben, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Ben, ouais, mais alors on ne devrait pas avoir des volleyeurs qui ne jouent pas au volley. Hein. Une leçon, par exemple, une leçon, moi je vois ça. Échauffement, SA1, SA2, SA3, situation de match. Alors je croyais que ça existait comme au collège. Et avant-hier, j'étais dans un café PEF de second degré, CM1. J'ai vu une séquence de sport-co, c'était du sport-co ballot capitaine, hein, vous voyez. Et puis en amont du ballot capitaine, il y avait un petit jeu sur les corbeaux et les renards. On s'en fout, hein. En fait, c'était du sport-co, mais ça s'appelait pas basket. En bas, ça s'appelait corbeaux et renards. Et la collègue fait son cours, et puis elle fait beaucoup parler, les stratégies, tout ça, et on était là, on regardait, et à la fin elle dit, bon ben on n'a pas le temps de jouer, et on jouera la prochaine fois. Alors je dis, mince, alors je croyais pas que ça existait, enfin voilà. En fait, cet emboîtement de situations, et surtout ces verbalisations qui sont très nombreuses, fait que la situation de match pour le transfert, elle n'arrive pas. Ou quand elle arrive, elle est tellement courte qu'elle ne sert à rien. Hein, trop de gestion dans les leçons. C'est pour ça aussi que les élèves n'apprennent pas. Ils passent leur temps à encaisser des consignes. Hein, je vous assure, le corbeau, le renard, c'était compliqué à comprendre. Il lui a fallu 20 minutes pour l'expliquer, le corbeau et le renard. Voilà. Et derrière, elle avait un bilan et une autre situation. En fait, les élèves ne font qu'essayer de comprendre des consignes. Quoi. Hein? Perte de sens chez l'élève, bien sûr. Bon, notre parti pris numéro 4, changer l'élève, ce n'est pas changer souvent de situation, c'est ce que j'appellerais la double boucle tout à l'heure. C'est-à-dire, moi je vous propose, si on a fait l'effort, vous allez voir à quel prix on construit des FPS, on n'en change plus. Moi je veux dire, j'ai pas peur de dire qu'en sport-co, quand on a une bonne FPS, c'est pas la peine d'avoir des SA1 et des SA2 à chaque seule leçon. Hein. La FPS, c'est la SR et la SA en même temps. Et vous allez voir le gain de temps que vous avez là, le gain de temps. Parti pris, bon, les formes de pratique sont peut-être centrales dans les cycles. Je veux juste, surtout si vous passez encore des concours, hein, il faudra au jury dire toujours que même si on ne fait qu'un match en sport-co, un match contraint, hein, pas un petit match à 2-2, un match contraint, l'intervention de l'enseignant est toujours fondamentale. Sinon, on a la critique qu'on appelle la magie des tâches, hein, en disant « ouais, mais eux, ils mettent une situation, ils vont boire un café ».
L'intervention de l'enseignant dans les FPS est première. Je terminerai par ma dernière grande illusion. Je pense qui peut poser des problèmes. Il vaut mieux noter la maîtrise que la performance. J'ai fait exprès de reprendre maîtrise et performance, même si l'approche par compétence a supprimé cette dualité. C'est comme une suspicion vers la performance. Les formes de pratique scolaire, pour moi, réhabilitent la notion de performance et de résultat de l'action. C'est-à-dire que dans les formes de pratique, l'action et le résultat de l'action est ce qui est à rechercher en termes d'efficacité. On n'a pas besoin de faire un match de basket et à côté l'évaluation de l'efficacité d'une technique quelconque. Voilà. Donc mon dernier parti pris, ça sera la performance saturée de compétences. C'est-à-dire que quand on joue au basket, lorsque, vous verrez, je vous le ferai celui-là je crois, on joue au basket au multiscore, gagner un match ne relève plus du hasard. Pourquoi? Parce que quand on gagne un match de basket, j'ai eu souvent des 0-2, au bout de 20 minutes, 2-0 quoi, basket, pas plus. Et encore, le panier qui fait la gagne a été marqué des fois à l'envers, il jetait, et ça a marqué parce qu'il restait une seconde. Bon, 2-0, et vous disiez, bah oui, la performance collective, elle vaut 16 points, elle vaut 15 points, elle vaut 12 points, mais enfin c'est le hasard, vous avez noté, voilà, vous avez noté un gamin en club qui fout plein de paniers et son équipe rouge, elle est imbattable. Où est la compétence? Quand on joue un multiscore, j'essaierai d'y aller tout à l'heure, quand on joue un multiscore, gagner un match ne dépend plus du hasard, dépend de la compétence qu'on a à jouer collectivement en tenant compte des scores, par exemple le jeu rapide et la perte de balle. Et ça, c'est des scores différents, vous verrez. Quand on est capable de jouer, de gagner en allant vite devant et tirer seul, ou ne pas perdre la balle, c'est une compétence qu'on évalue dans le résultat du match. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le résultat du match. On n'a plus besoin d'évaluation et de critères associés. Gagner un match, c'est être compétent. Mais pour être compétent dans le gain d'un match, il faut que ce match soit aménagé. Il faut que ce match soit très contraint. Bon. Je vois que... voilà. Donc, j'ai terminé ma première partie. Vous avez vu, ces partis pris sont les partis pris des formes de pratique scolaire. Moi, je plaide une pédagogie du sens qui renvoie à des items, plus de valeur. Alors, j'ai failli pas la mettre, cette diapo, puis il y avait plus de valeur. On a vu ce qui s'était passé mercredi. Je me suis dit, je ne peux pas enlever ça. Les formes de pratique sont un lieu de valeur, par exemple, d'interaction rationnelle ou de réflexion rationnelle dans les pratiques de l'EPS. Je dis bien rationnelle et pas... Plus de culture, plus d'action et d'émotion. Ça, j'y tiens beaucoup. Les formes de pratique, c'est une priorité à l'action. C'est une priorité à l'action, puisqu'on diminue le nombre, puisqu'on va aller les engager vers une activité de jeu, et donc plus les formes de pratique devraient augmenter le temps d'action et diminuer les temps de verbalisation. On parle trop en EPS, on parle trop, on les fait trop parler. Quelles sont tes stratégies pour gagner? Ils ont joué 3 minutes. Moi, pour gagner, je ne sais rien. Voilà. Les petits de CM1 de jeudi, c'était pareil, je me signale. Elle fait un bilan d'un quart d'heure quand même, sur comment le corbeau ou le renard, je ne sais plus lequel c'était maintenant, comment il fait pour... les gamins, mais ils n'en savaient rien, quoi. Ils n'en savaient rien. Ils voulaient jouer, mais jouer avec son jeu ne leur permettait pas de faire exploser la grappe, par exemple. Vous voyez, elle fait un jeu tout bête, elle veut faire exploser la grappe, ça c'est moi. Mais elle interdit le dribble. Elle interdit le dribble. Donc chaque fois que dans regroupement amalgamé, le porteur, par miracle, envoie la balle à un non-porteur qui est excentré, il ne peut pas courir. Alors je lui dis, gentiment, je suis gentil, il ne faut pas croire. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? Le non-porteur, il était tout seul pour une fois. Il n'y avait plus la grappe. Et alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ouais, vous avez raison, la grappe, elle se reforme. Ben oui, elle se reforme, puisque lui, il ne peut pas avancer alors qu'il était libre. Donc une forme de pratique,
corbeau et des renards, bon, qui met une contrainte sur l'interdiction du grib, ben pour moi, là, elle a fait une erreur de fond sur la bonne solution pour amener ses élèves à sortir de la grave et aller vers l'avant rapidement. Vous voyez, donc, voilà. Plus de projets, plus d'estime de soi, plus de sécurité, c'est donc les formes de pratique, je pense, qui pourraient répondre à cette question des leviers, un levier pour rénover l'EPS. Voilà, j'ai tenu à vous faire ça. Les partis pris que je vous ai donnés sont constitutifs de ce qu'on va faire sur les formes de pratique scolaire. Alors maintenant, on va, comme disait, on va faire un peu de... On va aller au cinéma. Je vous ai dit, bon, les formes de pratique, c'est pas comme avant. Seulement, je ne sais pas sûr si vous savez ce que je dis. Hein? Qu'est-ce que c'est qui est plus comme avant? Voilà. Donc moi, je vous propose un peu d'histoire personnelle qui vous fait comprendre d'où on est parti, d'où peut-être vous êtes encore. Et c'est pas grave, on s'en fout. Et d'où peut-être, moi, je vous propose de sortir et d'aller. Alors, je pense que souvent, un peu de rappel de l'histoire, ça peut faire du bien. Alors, on va y aller. Alors ça, c'est un diaporama un peu brut, c'est plutôt pour moi que pour vous. Alors, juste vous dire que, peut-être il y a des personnes... Il y a un moment où les situations de référence, hein, on les connaît toutes, celles-là quand même, hein, c'est le fondement de la formation en STAPS, hein, les situations de référence. Hein, c'est les fondements de tous les concours depuis 20 ans. C'est les situations de référence à EPS. Hein, mais il faut vous rendre compte, et vous le savez, enfin, les anciens, mais les jeunes peut-être moins, que c'était un progrès décisif dans le monde des progressions d'exercice. Hein, vous savez qu'à EPS, il y a un jour... Pour apprendre à respirer, il y avait 15 exercices. Hein. Et pour apprendre à faire une roulade d'avant, il y en avait 15. Pour faire une roue, il y en avait 15. Quand, en 1980, les années 80, on pense à les situations de référence, c'est une révolution. C'est une révolution d'une EPS qui était très technique, très gestuelle, à une EPS qui, alors j'ai mis les mots qui me plaisaient, on parle dans ce moment d'une essence, les APSA, sont porteuses d'une essence, d'un sens, hein, propre à l'activité. Il y a des enjeux, des problèmes fondamentaux, il y a des contradictions essentielles, il y a des règles constitutives, il y a des logiques internes. Vous les entendez encore ces trucs aujourd'hui, hein? Imaginez-vous il y a 30 ans, ça fait une révolution. Et on crée des situations de référence. Ces situations de référence ne sont plus des gestes qu'on accumule au long d'un cycle, sous forme de progression, sont des mises en situation d'élèves dans des contextes que l'on voudrait signifiants, motivants. Bon, ça, moi, j'en ai été un acteur avec le groupe Spiral à Lyon. On a passé 10 ans, 15 ans, 20 ans à mettre en place des situations de référence à EPS. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas et je vais vous dire pourquoi je ne le fais plus. J'ai trouvé cette définition, c'est pas la mieux, mais c'est pour qu'on parle. Hein. Vous voyez, la situation de référence, elle porte dans son fondement un problème. C'est qu'elle est un progrès décisif à un moment donné parce qu'elle amène à plus de sens et à moins de forme. Ça, c'est juste. Seulement, regardez un peu, lisez, hein, elle n'est non finalisée pour un apprentissage. Les situations de référence ne sont pas finalisées sur un apprentissage. C'est pas, Paul Boiran les appelait adidactiques. Elles étaient non porteuses d'objets. Elles étaient non porteuses d'objets parce qu'en fait, elles les portaient tous. Le volleyball diminué de 6 à 2, avec passage du terrain de 9 mètres à 6 mètres, et avec, pour certains, ceux qui acceptent d'aménager le service, voilà, en gros c'est ça, quoi. Après, certains mettent une zone arrière, les plus audacieux, hein, mettent la zone arrière, marquée en zone arrière. Bon, mais quand on joue comme ça au volleyball, on a encore tous les problèmes. Il n'y a rien qui est ciblé. On joue au volley, moins de gens, moins d'espace, mais qu'est-ce qu'on m'a simplifié en tant que débutant? Rien, très peu de choses. Voilà, alors, ces situations de référence ont vécu, et vivent encore, heureusement, peut-être, je ne sais pas,
Seulement, elles contiennent en leur sein la graine de « elles ne suffisent pas ». Elles ne suffisent pas. Donc il faut 2 séances pour les mettre en place, les situations de référence. 2, 3 peut-être. Hein. Moi j'étais en ZEP, c'était 5 séances. Hein, pour mettre en place une vraie SR qui tourne, avec toutes les règles de vie, tout le cadre, les maillots. Mais à 5 séances, comme dit la diapo, la visée d'apprentissage, elle n'est encore pas là. Je ne sais toujours pas ce que je vais apprendre. Voilà. Bon, on est d'accord ou pas, hein, mais je crois que c'est ça. Hein. Moi, j'ai cherché dans ma mémoire, je n'ai pas trouvé d'autres... En fait, les priorités à l'apprentissage sont dédiées aux situations d'apprentissage. Voilà, c'est ça le principe. Et c'est pour ça que tout à l'heure, mon schéma, c'est SR, évaluation diagnostique, mise en projet, et là, on n'était pas dans l'apprentissage, on était dans le sens, dans la mobilisation, mais après on apprend dans les SA1, SA2, SA3. Mais vous voyez le temps d'un cycle, si on avait des cycles d'1 an, peut-être que ça serait une belle chose, ça. Mais le cycle de 12 séances, de 10 séances, de 9, aujourd'hui vous n'êtes pas avec vos élèves, ils n'ont pas cours, il y a bien un cours qui saute. D'accord? Quand vous programmez 8 séances, combien il y en a en vrai? Soyons honnêtes, hein, moi je le sais, hein, j'étais dans votre cas, j'avais des cycles de 6 séances, moi, en ZEP. Alors quand j'avais mis la SR en 5 séances, je faisais quoi dans la dernière? Voilà. Alors cette histoire, elle m'a quand même remué, hein, vous aussi, je suppose que vous le sentez quand même, ça, c'est votre métier, non ça. Alors, à un moment donné, on a un peu craqué, quoi. La situation de référence, elle pose trop de problèmes aux élèves, trop de problèmes, ils ne sont pas aménagés. Le PS amène à se répéter, rappelez-vous, dans les années 90, on faisait la respiration de la 6e à la terminale. On faisait la course longue, c'était apprendre à courir régulièrement de la 6e à la terminale. La situation de référence, elles étaient presque trop semblables de la 6e à la terminale, ça fait qu'il n'y avait pas de parcours de formation. Aujourd'hui, regardez les concours d'agrégé interne, ils vous parlent de parcours de formation. Ils vous parlent de cursus. Les programmes, ils vont bien organiser ils ne vont pas vous dire, on fait en gros jouer en rapport de force équilibré entre 2 équipes. Les programmes, j'espère, enfin on verra, j'en sais rien, toi, ils vont bien vous proposer des cursus, c'est-à-dire des choses qui organisent le chemin de travail de l'élève. Les SR étaient trop inconsistantes pour ça. Alors on a inventé, je vais vite, parce que je vais vous montrer le film, on a inventé les fils rouges. On était plusieurs, hein, parce que les fils rouges, c'était quand même, vous savez, les fils rouges, c'est des indicateurs, hein, qui sont, il n'y en a qu'un, hein, il n'y en a pas 2, dans une SR, pour amener l'élève à se centrer sur un problème, et pas les résoudre tous, on a mis les coups de bras en natation, les prises d'air, on a mis, en gym la position de l'épaule par rapport au bras, on mettait dans les SR des fils rouges, qu'on met toujours, hein, d'ailleurs, c'est pas interdit avec les FPS, hein, les fils rouges. Pas du tout. Mais la situation est très globale et un fil rouge réduit. Alors je vais vous montrer par un film. Je me suis retrouvé mardi, parce que je faisais un truc, j'ai retrouvé un film qu'on avait fait en 2006. C'était moi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu faisais en 2006? C'est un film du CNED, et vous verrez, ce film illustre la relation SR, SA, et dans le même film, je vous expliquerai, c'est à cause de ça, que vous allez voir, que je fais plus de SR. Je vais vous montrer. Alors c'est une classe de 4e en natation, qui est encore dans la logique des SR et des fils rouges. D'accord? La première situation, c'est la SR. On la regarde. Ce qu'on va voir, c'est des phases d'un cycle de 4e que moi je situe dans une étape numéro 2. C'est-à-dire que ces élèves-là, ils savent tous pratiquement nager en utilisant le crawl, en utilisant des bras, se propulser. Ils savent globalement s'équilibrer, mais avec des imperfections, notamment lorsque la tête est de l'autre. Le comportement type, c'est ce que j'appelais l'apnéisme. C'est-à-dire qu'ils ont des longues parties à nager. Donc le problème qu'on va essayer de résoudre en 4e chez nous, c'est comment arriver à concilier à la fois une tête dans l'eau pour stabiliser l'équilibre et à la fois, disons, permettre, puisque cette tête est dans l'eau, permettre les échanges respiratoires. Alors je vous rappelle le but
américain. On est à 6 et on doit en 30 minutes établir le record de distance. Pour l'équipe, c'est un jeu d'équipe. Alors les règles sont simples, vous êtes chacun a un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pour nager, il va falloir respecter cet ordre. Alors je rappelle, un parcours, un point. Parcours en crawl, 2 points. Parcours en crawl, tête dans l'eau, 3 points. Damien, tu es le responsable de cette équipe. Vous vous mettez à côté de Damien. Donc Khalid, Yassine, Sarah, Ridvan, Al-Faki, Eddy. Comment est-ce que j'ai café? 1, 2, 3, 4. Attention, pour 30 minutes. Attention, top. Il a pris des plaisirs qui sont très longues. Mais là, il faut regarder que les élèves respectent absolument les règles du protocole, qui est assez strict, puisqu'il ne faut pas qu'ils dérogent à ce protocole. Et après, on va essayer de voir comment ils gèrent à la fois l'intensité de la nage et à la fois la récupération que je leur ai donnée par les retours en marchant. C'est ce problème qu'ils doivent résoudre, quoi. Allez, vas-y, Rivan. Maîtrise pratiquement la tâche, c'est-à-dire il a un crawl qui est équilibré, la tête elle sort un peu longtemps, elle sort sur 2 coups de bras. Donc son travail à lui, ça sera de passer de 2 coups de bras à 1 coup de bras. Alors tu vois, ce nageur il fait une apnée, c'est-à-dire qu'il a une longue partie tête dans l'eau, et quand la tête sort, il va exploser. 5, 4, 3, 2, 1, stop! On arrête! Saïda, on arrête! Ça fatigue. Je trouve que vous avez été très bon nageur parce que tout le monde a mis du sien. Alors c'est vrai que j'ai vu quelques problèmes, notamment sur la tête dans l'eau. Tout le monde n'arrive pas à avoir 3 points, c'est évident, on le verra individuellement. Mais au niveau énergie, au niveau motivation, c'était le top niveau, super. Alors par exemple, et puis je vous le donnerai pour tous, l'équipe de Khalid a fait 80 parcours. Donc vous allez au vestiaire et on recommencera la prochaine fois. Voilà. Donc là, on était dans la situation de référence. On est en séance 3, séance 2, séance 3. Vous avez vu, les élèves ont une situation qui est déjà qui est proche des pratiques sociales, c'est des relais. Bon, c'est la seule divergence que je fais avec. C'est des relais, ils nagent 30 minutes. Bon, ça n'existe pas aux Jeux Olympiques, mais ça aurait pu. Donc, mais je me suis autorisé à cette époque à faire un relais de 30 minutes à 6. Bon. Mais vous avez vu que c'est du crawl ou pas. Et comment le ciblage ou la préoccupation d'apprentissage est amenée, c'est par le fil rouge. Vous ne l'avez pas bien perçu, c'est le nombre de bras où la tête est dehors pour prendre l'air. D'accord? C'est-à-dire que pour respirer, il faudrait que la prise d'air dure un bras. Ce fil rouge cible la question du rôle de la tête dans l'équilibre du nageur. Si j'enlève le fil rouge, les élèves ils font une épreuve fatigante de trucs. Donc c'est par le fil rouge que... Alors, vous avez vu la fin de mon discours, c'est plutôt... Alors, qu'est-ce qui a travaillé? On est bien dans la mise en projet. Je suis aussi dans un système un peu socio-constructiviste, où les apprentissages sont commandés par un projet explicite. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous savez, tout à l'heure, le paradigme change, c'est plus un modèle socio-constructiviste qui va s'appliquer à votre situation. Mais bon, là, l'élève intelligemment conçoit que les progrès sont dans le temps d'immersion de la tête. Voilà, je leur demande, là, c'est coupé, mais la séance, elle peut durer 3-4 minutes, où je les fais verbaliser sur la relation tête-vitesse ou tête-parcours. Bon. Et puis, on fait ça, et vous allez voir, dans le même film, dans le même film, la fois d'après, on filme une SA.
une situation d'apprentissage. Pourquoi? Parce que je ne peux pas leur faire 30 minutes comme ça à chaque séance. Je pourrais, remarquer, hein, après tout. Mais dans ma tête, je me disais, oh, mais quand même, c'est un peu global. Hein, c'est un peu global, quoi. Même le fil rouge est important, puisque le fil rouge construit la continuité, hein, construit le sens. Mais le fil rouge, il est intellectuel. Il ne modifie pas, il ne paramétrise pas le nageur dans sa configuration la plus forte, notamment dans la tête et les bras. Le fil rouge, il n'est qu'une préoccupation intellectuelle qui le met en projet. Donc voilà ce que je fais, je vous le montre. J'arrive et je leur dis, mais ce que je faisais ordinairement, hein, on va faire une SA, une situation d'apprentissage. La chenille. On va commencer par un petit jeu, d'accord? C'est le jeu de la chenille. Alors voilà comment on va faire. Il y en a un qui est devant, qui va nager en crawl. L'autre, on va lui tenir les chevilles. L'objectif, ça sera d'arriver à l'autre bout du bassin avant les autres couples, puisqu'on va travailler en couple. De l'autre côté, celui qui était premier va devenir deuxième, celui qui était deuxième va devenir premier. D'accord? Donc c'est un petit jeu, un petit match de nage à deux. Alors vous vous mettez par deux et vous vous alignez au corps, un devant, un derrière. Allez! Un moment! Allez, petit! Stop! S'ils ne mobilisent pas la tête dans l'axe du corps. Allez. La première nageuse, avec la mobilisation de la tête qu'elle a, elle est oblique et elle empêche la deuxième d'être bien en plat. On voit tout de suite là. Voilà, la tête, toutes les deux ont en fait des têtes en hyper-extension. Il faudrait que l'équilibre du couple soit parfait par la tête. L'inverse est plus dur. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va! Donc là, ce qui se passe, c'est que la deuxième ne peut pas assumer la continuité tête dans l'eau, tête hors de l'eau. Elle est en apnée, elle ferme les yeux. Ce qu'il va falloir travailler pour ces élèves-là, c'est pouvoir assurer cette continuité, tête en immersion, tête dehors. Et le thème de travail que l'on va faire avec eux, ça sera apprendre à sortir la tête très vite. Ce couple gère beaucoup mieux le problème, notamment le deuxième nageur, qui par une sortie de tête extrêmement rapide, voilà, ne perturbe que peu l'équilibre du couple. Bon, la première a un problème, par exemple à la sortie, ça va durer un peu longtemps, voilà, elle sort la tête dans l'axe. Bon, ça c'est des petits défauts qu'il va falloir régler. Toi, tu étais parfaite. Là, c'est toi. Vous avez remarqué que certains ont eu du mal à assurer la continuité de déplacement et d'autres y sont arrivés parfaitement. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette situation qui empêche certains couples d'aller au bout? Tu freines quand il a la tête en haut de l'ordre. Ok, tu freines. Je dirais. Eh oui, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Voilà, on va essayer tout le cycle d'apprendre à comment on peut garder la tête dans l'eau pour glisser. D'accord? Sinon on freine. Voilà. Donc, voilà. En fait, quand on regarde ça, quand je le fais, je ne m'en aperçois pas. Les deux ont la même fonction. Je dirais même que la deuxième est vachement mieux, puisqu'elle va les mettre directement en situation de vivre la fonction et le rôle de la tête. Pas par une procédure intellectuelle d'analyse de résultats chiffrés, c'est-à-dire combien de parcours sont à 3 points, combien de parcours sont à 2 points, c'est ce que je leur demande. Hein. Combien, vous voyez, il y a un raisonnement. Alors vous me direz, peut-être à l'école française, pour les compétences méthodologiques et sociales, c'est utile, ok. Mais il faut aussi que ça soit utile à la motricité. Dans la chenille, l'évidence du rôle de la tête, elle s'impose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler. Et je vais faire une verbalisation très courte, et puis il y en a d'autres
Ils sont encore plus rapides. Évidemment, monsieur, que il y a un problème là. Voilà. Et en même temps, ce que je m'aperçois, c'est que la chenille, elle peut être répétée souvent dans le cycle. C'est un jeu. Je l'ai dit, moi au début je dis c'est un jeu, mais non, je dis c'est une forme de pratique. Hein. C'est un jeu, on la répète, on peut s'entraîner, on peut changer de couple, on peut changer de nage. Je les faisais nager des fois en chenille inversée, hein, dos, jambes, dos, ventre. J'ai même essayé des chenilles avec ondulation, c'est trop dur. Mais bon, vous voyez, il y a toutes... bah ouais, vous essayez, vous allez voir. Alors les collègues me disent, ah j'ai essayé ta chenille, c'est impossible. C'est con, hein, parce que quand même, bon, moi j'ai pas fait ça, ils vont venir me filmer, mais c'était un cycle ordinaire, hein, je les ai pas entraînés ni dopés pour faire ça. Hein. Mais en fait, il me dit, ouais, mais moi mes sixièmes, je dis stop, on fait pas la chenille en sixième. C'est ça que je veux dire, le cursus. Le cursus, c'est que quand vous programmez la chenille, vous avez vérifié des prérequis d'élèves qui sont capables d'avoir des bras propulseurs, par exemple, parce que sinon, dans la chenille, s'il n'y a pas de bras propulseurs, la chenille, elle ne bouge pas. Hein. Et quand on ne bouge pas, en natation, on coule. Donc les collègues, je leur dis, attends, on se calme, on fait la chenille fin collège, début lycée, hein, c'est une étape 2 bien marquée. Et après, dans la réflexion collective, on se dit, mais pourquoi la chenille ne serait pas une ESR? Mais là, on était mal parti, parce qu'on s'est pris la profession dans la tête, hein, en nous en dit, ça ne peut pas être une ESR, puisque ça ne ressemble pas à la natation sportive. Alors je dis, bon, ça ne ressemble pas à la natation sportive, mais quand même, on résout des problèmes de nageurs. Quand même, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, la question de la tête dans l'équilibre du corps, c'est quand même un problème fondamentalement culturel du nageur. C'est le couple qui est contraignant. C'est ce qu'on appellera tout à l'heure une mesure emblématique. C'est-à-dire la chenille, elle contient dans sa constitution un couple qui ne doit pas se lâcher, et c'est cette contrainte qui organise la tête différemment qu'avant. Avant, il faisait ça. Voilà. Donc, on a pris, en tout cas dans mon cheminement, c'est là que je me dis, je vais éliminer ces préliminaires. Pour moi, les SR deviennent des préliminaires presque inutiles pour aller directement au vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on fait S1, S2 dans un cycle, hein, S1, S2, deviennent les formes de pratique. Alors ça a été long, hein, moi je vous le raconte vite. Hein, alors surtout que dans la profession, hein, je ne suis pas seul au monde, hein, à Lyon on est plein, à Amiens il y en a plein qui pensaient comme nous, à Nantes il y en avait plein, voilà. Et en même temps, voilà ce que je rencontre en lisant des choses de PS comme vous, hein, et des choses qui m'ont quasiment bouleversé hein, dans ma pratique. Hein. Voilà, je retourne. Alors ouais, ça je vous le raconterai. C'est la rencontre de la chenille avec les programmes. Je regarde les inspecteurs à chaque fois que je fais ça. Parce qu'en fait, on va le faire. Tiens. De toute façon, je ne sais plus où je suis, donc tout va bien. La chenille, pendant 2 ans, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de programme. En gros, hein, ceux de 98, il fallait s'équilibrer, respirer, propulser, impeccable. Hein. Bon, après, vous avez vu, hein, on a mis des compétences attendues. Hein. Je vais vous raconter ça, tiens, Cognier. La compétence attendue, voilà, je lis ça, moi, je dis, à partir d'un départ commandé. En chenille, ça va être compliqué. Ah, mais, je suis un peu basique hein, quand même, non, réaliser la meilleure performance possible. Je dis, ouf, putain, là je suis bon. Hein, parce que, rappelez-vous qu'en chenille, c'est pas un exercice, hein. On fait des matchs hein, en chenille, attention, hein, il y a des résultats, il y a des chronomètres, il y a des barèmes hein, en chenille. Hein. Ah ouais. Ah bah attendez, vous croyez quoi? On fait de la natation, on s'amuse pas. Moi je faisais croire à mes élèves, je le raconte parce que ça me fait toujours rire. C'était 2006-2007, c'était au moment de la sélection des Jeux entre Paris et Londres. Et mes élèves, ils nageaient, et je leur disais, entraînez-vous, hein, entraînez-vous, parce que peut-être que au JO de Paris, il y aura la chenille aux Jeux Olympiques. Eh bien, je vous assure, mais c'est vrai, hein, ils y croyaient. Mais pourquoi il n'y aurait pas de chenille aux Jeux Olympiques? Attends, pourquoi? Vous avez vu maintenant qu'on fait bien des relais mixtes.
Il y a 10 ans, c'était impensable. Pourquoi un jour, Manodou et son frère ne font pas le record du monde de chenilles? Moi, je l'ai rêvé, ça. J'avais un copain à Marseille, il les connaissait un peu, et j'ai dit, mais vas-y, vous vous rendez compte de la pub, hein? Bon, donc on fait bien, c'est bien une activité de performance. N'oubliez pas, tout à l'heure, vous verrez que toutes les formes de pratique est une activité authentique de pratiquants. Hein. Ce n'est pas un substitut aux activités de performance. Mais alors là, ça s'est gâté. Hein. Selon 2 mois de nage, alors, je me suis dit, là, ça va être un peu compliqué. Moi, je fais que du crawl, la ventrale. Bon, le dos, il n'y est pas. Le BAP est impossible. La brasse, j'en veux pas. Bon. En optimisant le plongeon, j'étais encore mal. Le virage, moi, je les faisais s'arrêter. Vous avez vu, vous, hein. Alors je dis, on ne va pas faire un virage en chenille quand même. Et puis le rapport amplitude-fréquence. Alors je dis, bon, le premier quand même, il a un rapport amplitude-fréquence. Et puis voilà. Et puis je suis dans un stage FPC, je vous raconte ma vie. Hein. Je suis dans un stage FPC, et puis les collègues me disent, nous, de toute façon, on ne fera pas la chenille parce que les inspecteurs n'y veulent pas. Ce qui n'était pas vrai, hein, entre nous. Hein, ce qui n'était pas vrai. Mais les collègues comme vous, hein, vous croyez que vos collègues croient que vous. C'est pas sûr, demandez-leur hein, si vous avez un souci. Hein. Mais c'est pas sûr que les inspecteurs de Lyon ne voulaient pas de chenille. Par contre, les inspecteurs de Lyon voulaient, et ils ont raison, qu'il y a un lien avec la chenille. Moi, je sais le faire, hein, même si après... Alors, le problème de cette compétence, c'est que la compétence, et c'est pour ça que les programmes doivent changer pour moi, là, elle mélange tout. Hein. Elle mélange les contextes, elle mélange les thèmes, et elle mélange les consignes, les règles. Bon, moi je dis une compétence, c'est pas ça. Hein. Une compétence, c'est une action efficace qu'il faut mettre en avant. Et ça, c'est pas du tout construit comme ça. Bon. Alors, j'ai été obligé, je vous assure, de construire ça en direct dans le stage. Voilà. Alors, je dis, écoutez, je comprends bien que ça vous choque de passer du 50 crawl ou du 400 crawl. Hein. Il y avait des fois du 400 crawl. Hein. Ça, c'était des vrais serres. Hein. 400 crawl. Hein. Les gamins, ils le faisaient une fois, ils voulaient plus aller. Hein. Lycée professionnel, hein, entre nous, hein. Faites une fois le 400 crawl, faites le 100 crawl une fois. Après vous dites, tiens, ils sont dispensés. Ben ouais, ils viennent plus. Hein. Autre forme, voilà, j'ai dit, écoutez, moi je suis d'accord pour bouger ma position, mais je ne refais pas un 50 crawl, avec 25 dos, 25 ventre. C'est pas ce que je crois que ça sera inutile. Donc on a inventé cette forme de pratique. Alors, je crois que ça en est une à discuter. Voilà, alors on va plonger en avant. Alors ils lèvent la main et ils me disent, on ne peut pas. C'est dos-ventre. Je dis, merde, on ne peut pas plonger en dos quand même encore. Je dis, mais ouais, parce que c'est dos-ventre. Hein. Et je dis, mais attends, les programmes, on peut inverser, hein, vous avez vu, on peut inverser. Alors on dit, on se calme. Hein. On va plonger en avant et dans la coulée, on va faire une torpille. Torpille sortie à 5 mètres. Alors, le collègue dit, ouais, mais attends, pourquoi mais attendez, vous vous rendez compte, une torpille, c'est fondamental pour le rôle de la tête. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez engager une coulée et pas vous retrouver au fond ou à crotter, il faut qu'il y ait une maîtrise de la tête dans l'axe du corps, hein, pour faire une torpille à plat et ressortir à plat à pleine vitesse. Donc, plongeons avant, torpille, nage sur le dos sur 15 mètres, retorpille au virage et sprint crawl. D'accord? Sprint crawl. Ça, c'est une forme de pratique qu'on a mis en place et qui se fait aujourd'hui à Lyon, dans tous les collèges, et qui est, vous voyez, qui est un peu atypique, puisque si on regarde cette forme de pratique, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de torpille après le virage. Mais nous, profs de gym, on va se donner l'autorisation de mettre dans les formes de pratique des choses qui renforcent l'appropriation de l'objet d'enseignement. Et l'objet d'enseignement, et là, bon, je voudrais rester très longtemps, mais je pense, mais là c'est ma liberté qui me fait dire ça. L'objet d'enseignement, c'est pas le rapport de l'amplitude à la fréquence. Ben, je sais pas, hein, moi je sais pas qui a fait ça, hein, mais quand le premier niveau est l'amplitude des bras, hein, en natation, le deuxième niveau, si c'est l'amplitude fréquence, pour moi, c'est soit la même chose, parce que pour un sixième, l'amplitude fréquence c'est trop complexe, donc on répète le même objet,
Soit on dit c'est l'amplitude-fréquence, mais à ce moment-là, c'est pas dans ce contexte qu'on travaille l'amplitude-fréquence. C'est-à-dire que c'est pas le bon contexte pour travailler ça. Donc moi, on a fait un article, c'était avec Cathy, hein, dans les cahiers pédagogiques, où on a montré que dans cette compétence attendue, l'objet d'enseignement restait la tête dans l'axe du corps et que c'était compatible avec tout ça. Bon, vous voyez la complexité dans laquelle on est en tant que professionnel, hein? On est dans un système où on veut se centrer sur la culture, se centrer sur les objets, tenir des paramètres institutionnels qu'il faut tenir. Moi, jamais je vous dirais on s'en fout de ça. Non, on va établir à ça un rapport cohérent. Et même dans les concours, c'est comme ça que ça doit se passer. Hein, au concours, il ne s'agit pas de réciter ça et de dire je fais un 50 crawl d'eau ou truc. Pour moi je suis juré, vous faites ça, je dis c'est n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. Hein, voilà. Mais votre complexité, et puis vous êtes, moi j'ai ma liberté totale, hein, vous avez compris, je dis ce que je veux, mais non. Hein, mais vous, c'est vrai, peut-être. Ouais. Donc, cette forme de pratique s'est substituée au relais américain, à la chenille, qui a une vie éphémère, comme toutes les chenilles, et à cette situation. Alors, juste pour terminer, je vais vous donner avant de... Bon, j'ai dit, c'est parfait, je suis dans le timing que je me suis donné. Voilà mes préférés. Je ne sais pas si vous les connaissez. Parce qu'en même temps que je vous montre le film, hein, on est dans les années 2005, 2006, 2007, on commence à se poser des questions. Il y a d'autres collègues qui travaillent hein, sur ça, heureusement. Moi, j'ai adoré le judo de Jacques Badreau, vous connaissez? Il y en a quelques-uns. Et voilà. Je le dis en 2 mots, ce qu'il a proposé. Alors lui, il a été gonflé hein, quand même, hein, plus que moi avec la chenille. Hein. Vous vous rendez compte, au judo, il a imaginé que les 2 combattants n'avaient pas le même projet. Attendez, hein, quand ceux qui sont dans le CEDREF le savent, quand c'est sorti, il a été c'est n'importe quoi. Au judo, les 2 ont le même projet, on se fait tomber et on marque les mêmes points, mais un contre l'autre. Il imagine une forme de pratique où il y a un attaquant qui doit faire tomber l'autre, comme au judo. Et le deuxième n'a pas à faire tomber l'autre. Le deuxième doit toucher des plots. 1 plot, 2 plots, 3 plots, 4 plots, 5 plots. Alors, il y en a plein qui lui ont dit c'est pas du judo ton truc. Hein. Pourquoi c'est pas du judo? C'est comme ma chenille, hein. Pourquoi c'est pas de la natation? Alors, si vous regardez cette forme de pratique, elle est incroyable. Parce qu'en fait, pour lui, et je lui faisais confiance vu le niveau de judo et l'expertise en judo qu'avait Jacques Badreau, c'était bien du judo, si vous l'analysez, la culture du judoka. Mais la disposition qu'il fait en mettant en mouvement le deuxième, d'après vous, ça va produire quoi? Qu'est-ce que sa forme de pratique va mettre en avant en termes d'objet, en termes de réussite, en termes d'apprentissage fondamental? Eh bien, c'est ce qu'il disait, c'est cette situation, elle va permettre enfin à un élève de comprendre comment on envoie un élève en autre. Parce que la mise en déplacement du truc, quand j'ai fait ça, je suis mort en judo. Vroom. Hein, et moi, qui étais un débutant absolu dans un stage, j'ai fait cette pratique. Écoutez, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un balayage. Ah ouais, avant les balayages, putain. Mais là, le gars manque de poil, il devait aller à la balise là, il lui manquait que ça là. Je lui ai dit, t'es mort, si tu vas à la balise, t'es mort. Mais il est obligé d'y aller parce que lui, il doit marquer un point. Ben, il a fait ça, et moi j'ai fait ça, et il a fait... Oh. Et bien du coup, le judo, ça m'a plu. Hein, voilà, je me suis dit, tiens, c'est pas comme le judo. Hein. Parce qu'avant, moi j'ai fait un peu de lutte, bon, putain, on s'en prenait plein les bras, hein, quand même, ça fait mal. Hein. On se ça. Un peu bourrin quand même, hein, excusez-moi le judoka. Ou les putains. Hein. Eh bien, moi je dis, sa forme de pratique, c'est la première fois, moi, qu'elle m'a fait vivre la culture du judoka. Voilà. Je vous le dis, il y avait bien un rapport de force. Et enfin, j'ai accédé à ce qui fait peut-être un des mobiles, c'est-à-dire mettre l'autre, grâce à moi, hein, en situation de vol plané. C'est comme le smash dans les 3 mètres. Hein.
Moi j'étais un peu volleyeur, j'ai continué pendant 3 ans au lycée à faire du volley, parce que j'avais mis une fois en seconde un smash dans les 3 mètres, et j'ai mis 3 ans à refaire le deuxième. Mais ça m'a motivé. Hein. Vous vous rendez compte des filles en volley, elles n'ont jamais fait un smash de leur vie, hein, elles n'ont jamais pas. Le basket multiscore, c'est avec mon copain Serge Philippon, on voulait faire que des matchs. Parce que nos élèves en ZEP, de toute façon, dès qu'on passait à la SAE, la séance s'arrêtait. Donc on se dit, si on n'y allait pas à la SAE, pourquoi on ne reste pas dans les matchs? Alors on a eu plein de tâtonnements. Hein. On a touché les espaces au basket. Hein. Des lignes verticales, vous savez, les couloirs, c'était infernal les couloirs. Ils ne comprenaient que dalle. Quand je suis dans le blanc, il faut passer dans le vert, et après si tu es dans le vert, tu as droit à la place. Mais si c'était dans le rouge, tu peux tripler. Ils ne comprenaient rien, nous non plus. Donc, on s'est dit avec Serge, on touche quoi dans le match? L'espace, c'est difficile. Le nombre de joueurs, bon, on l'avait fait, on a fait du 4-4 au lieu du 5-5, vous voyez la progrès. Et en fait, on se dit, et si on touchait les scores? C'est-à-dire que pour gagner au basket, pour gagner, on va faire autre chose. On peut marquer des points de plein de manières. Alors il fallait trouver des bonnes manières pour marquer des points. Alors la situation... je reprendrai tout à l'heure, ou que je vous dis ici, on verra, je le reprendrai. C'est un système à triple score. Voilà. Pour gagner un match, on a 3 chances. En fait, il faut gagner au moins 2 scores sur 3. Mais le problème a été le ciblage. C'est quoi un score au basket? Le T+, vous êtes tous d'accord avec moi. Mais le T+, il n'y en a pas dans un match de basket. Très peu. Le T moins raté, quoi. Bon. Alors, avec Serge, on imagine, surtout lui, en sport, en basket, surtout lui, il imagine une tension en 4e, 3e. Hein. Il imagine une tension, un score qui mettrait en tension le tir seul, qui peut être une contre-attaque, ou qui peut être un tir à distance. Alors là, je tire, je suis seul, parce qu'il est loin. C'est-à-dire un système qui me démarque pour tirer seul. Et il le met en tension avec la notion de perte de balle. C'est-à-dire qu'il y a un score qui va répertorier les tirs seuls et un score qui va répertorier les pertes de balles. Et le 3e score restera les T+. Parce que, bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Et on va faire jouer les élèves, mais pratiquement au début, on ne faisait plus que des matchs sur ces 3 scores. Et pour gagner un match, il fallait en gagner au moins 2 de scores. Vous voyez l'intérêt aussi, après on a fait des matchs à projet, des matchs à contrat. Une équipe qui perdait toujours, les jeunes, on le mettrait en contrat sur les tirs seuls, par exemple. Ou on mettait un joueur en contrat sur les tirs seuls. Et il n'y avait plus d'exercice de contre 1 plus 1. Alors, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, mais là, il faut que j'avance. Ces systèmes de match, vous savez, Nicolas Mastré l'a repris au badminton, hein. Il fait le... C'est par cœur, avec les Cèdres, qui a gagné avec la manière. Voilà. Hein, au tennis de table, moi j'en avais 4 de score. 4 de score. C'était infini. Chaque séance, je changeais le contrat ou je changeais la stratégie, je donnais des jokers. Eh bien, on ne faisait plus que jouer avec les jokers. Merveilleux, moi je trouvais. Voilà. La chenille, je vous en ai parlé. Le passeur-bloqueur, il nous a fait mal hein, aussi celui-là dans notre histoire. Oh la vache, quand il arrive avec le passeur bloqueur, alors là, lui, il a frisé la prison quand même. Hein. Ouais, parce que Jacques, c'est lui qui avait écrit quand même, et moi je l'avais lu, je l'avais appris par cœur, hein, que dans le même geste on contenait l'attaque et la défense de son camp, et que frapper la balle était constitutif du problème fondamental du volleyeur. Et le mec qui écrit ça, il vient 15 ans après, il te dit maintenant tu peux passer bloqué. Et il nous démontre que c'est la seule condition pour accéder à la culture du volleyeur. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de passeur-bloqueur, aucun élève, en gros, de collège, on en est sûr, de lycée, je ne sais pas, ne rentrera dans ce qu'il appelait un jeu plus collectif, c'est-à-dire construire un poste 2 qui est plutôt en soutien, enfin en appui plutôt, qui peut permettre de lancer une attaque qui serait frappée. Voilà. Il dit, si on ne fait pas de passeur-bloqueur, le poste 2, au volleyeur, empêche tout jeu collectif de se... Donc, lui, il a fait donc, un passeur-bloqueur sur le poste 2, hein, le passeur.
Alors là, je peux vous dire que ça a chauffé dans les chaumières. Hein. On lui a dit, c'est plus du volleyball, tu peux pas faire ça. C'est un crime anticulturel. Et nous, on disait, parce qu'après on l'a soutenu, hein, on dit non, c'est la seule condition à l'école de faire progresser des élèves dans des rapports de force, dans la gestion de stratégie, même dans la motivation à faire du sport co. Il faut faire un passeur-bloqueur. Depuis, je crois que dans les concours maintenant, le passeur-bloqueur est ordinaire, on le met sur le poste 1. Vous voyez, l'histoire avance. Hein. Je veux dire, le carton plein, je le reprendrai. Je veux dire aussi le choc que j'ai eu dans les années, quand apparaît les programmes du lycée, hein, avec les premières épreuves écrites, avec le pentabon. Hein, vous imaginez, peut-être les jeunes, vous ne savez pas, mais le pentabon a été décrété non-épreuve athlétique. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas. Il n'existait pas le pentabon. C'était du triple, hein. Sauf un pentabon 1. Voilà. Et plein de profs à Lyon, j'en suis sûr. À Lyon, ils ont refusé de jouer au basket en multiscore hein, pendant des années. Hein. Même à l'UFRAPS, je ne dis pas lequel, il y en a deux. Hein, à Lyon, ils interdisaient le basket multiscore en disant c'est pas culturel. Hein. Et le pentabon, ils disaient mais non, c'est du triple saut. Alors que tu fasses du multibond en SA, ils étaient d'accord. Hein. On fait des multisauts, des exercices quoi. Mais alors, donner au pentabon, mais là le manque de bol, c'était l'IG qui avait décidé que c'était le pentabon. Hein. Donc ça nous a quand même aidé hein, de mettre dans les épreuves du bac, à l'époque, hein, c'était 2004, 2006, hein, je sais plus, hein, ouais, moi, je sais plus, moi j'ai jamais étudié les textes par cœur, donc je sais pas, mais... hein. C'est qui est jury? Non, mais ça c'est peut-être plus bon, même, hein. C'est dans l'histoire, là, je suis dans l'histoire. Hein. 2004, ouais, ça doit être ça, 2004-2005. Voilà, moi je peux vous dire que quand un professionnel en ZEP voit ça, quand il se dit finalement mes élèves apprennent pas ou peu, et que je suis confronté à ça, je me suis dit je change. Je change. Bien sûr que j'étais pour les SR pendant 15 ans, 20 ans. Maintenant, je renie rien, c'est un temps. Je vais, disons, vous présenter plutôt le fondement des formes de pratique, mais j'espère que vous l'avez déjà touché hein, dans leur fondement. Hein. Voilà, c'était ma petite histoire personnelle.